rappelle à quel point, quand on parle du génocide des Tutsis au Rwanda, on parle d'un événement qui est très proche de nous, qui est très frais. Ça fait seulement un peu plus de 25 ans. C'est pas grand-chose. Moi, je suis né en 1996, je ne suis même pas contemporain de l'époque du génocide. Vous, encore moins. Mais ça reste quelque chose qui est très proche de nous, comme l'a aussi montré le rapport du Clerc, le travail de cette commission qui a voulu établir au nom quel était le rôle précis de la France dans cette possible complicité qu'on lui alléguait par rapport au génocide des Tutsis du Rwanda. Avant de rentrer dans le dur du sujet, avant de vraiment vous parler de ce qu'a été ce génocide, quand on parle de génocide des Tutsis au Rwanda, la formule complète, bien sûr, on a, je crois, beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup d'éléments qui doivent nous frapper. Déjà, ce qu'est un génocide, c'est pas juste un massacre, c'est pas juste un crime de masse, c'est pas une guerre, c'est quelque chose d'autre. Et ça, je vais essayer de vous le décrire dans le cas du Rwanda, et dans le cas du Rwanda, parce qu'il y a beaucoup de parallèles qu'on pourrait faire avec d'autres génocides, notamment l'extermination des Juifs d'Europe entre 1941 et 1944. Il y a aussi la question de ce qu'est le Rwanda, ce pays qui fait la taille environ d'un grand département français, dans la région de l'Afrique des Grands Lacs, pris entre l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Burundi, la Tanzanie, un pays minuscule, mais dont l'histoire nous parvient, du fait aussi de notre histoire mêlée avec ce pays, avec l'Afrique en général, du fait de la colonisation et de la collaboration des gouvernements français avec les États africains, et ce, pendant les années 90 notamment. La troisième question, c'est celle des Tutsis. C'est celle de la question que l'on catégorise, que l'on définit comme étant ethnique au Rwanda. Le fait qu'il y avait d'un côté des Hutus, le fait qu'il y avait d'un côté des Tutsis, que ce sont des appellations qui sont apparemment assez obscures, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Et c'est sur ce point aussi que j'aimerais revenir pour vraiment vous faire comprendre ce qu'a été le génocide des Tutsis et ce qu'étaient ceux qu'on appelait les Tutsis au Rwanda en 1994 et auparavant. Donc, je crois qu'avant de pouvoir parler des événements de 1994, il y a forcément un travail à faire, un petit rappel sur les antécédents historiques du Rwanda, et notamment à travers l'histoire de la colonisation et de la découverte de ce pays qui était à l'époque précoloniale un royaume très centralisé, avec un roi qui avait un pouvoir important sur la plupart des régions du pays à l'heure actuelle. Un contact qui s'est fait par des explorateurs européens qui sont arrivés au Rwanda et qui ont découvert assez tardivement ce pays. On est à la fin du XIXe siècle. Il y a déjà eu des guerres coloniales dans une partie de l'Afrique plus au nord, notamment au nord du Sahara, dans le Maghreb. Et vous avez des explorateurs, notamment allemands et belges. Ce sont les deux pays qui sont au cœur de la colonisation du Rwanda, qui vont voir dans ce pays une forme de gouvernement, un système, un fonctionnement auquel ils ne sont pas habitués et qu'ils vont interpréter d'une certaine manière. Et ça, je crois que c'est très important de le dire. Ils vont arriver dans un pays où, effectivement, il y a des catégories qu'on appelle Tutsis et Hutus. Ils vont remarquer que les Tutsis, la plupart du temps, on leur rencontre, ce sont des gens qui sont affiliés à la royauté. Ce sont des gens qui font partie de familles nobles, donc qui sont plutôt les plus proches du pouvoir, qui appartiennent à des clans qui sont dans de bonnes relations avec les chefs qui dirigent le pays, les chefs qui sont donc les subordonnés de la royauté, et les sous-chefs qui sont eux en dessous des chefs. Ils vont remarquer que les Hutus, qui leur semblent être la majorité de la population, comme ça, au premier regard, sont des individus qui forment la population rurale, la paysannerie, les gens qui travaillent et les gens qui semblent travailler au service de la royauté Tutsi. Et donc, pour ces colons allemands et belges, en réalité, l'explication est toute faite. On est à la fin du XIXe siècle. Leur grille de lecture, on va le dire ainsi, leur manière de comprendre le monde, c'est une manière qui est raciale. C'est la race qui est la catégorie déterminante. C'est le fait de penser qu'il y a d'un côté, en Occident, il y a l'homme blanc, plusieurs d'ailleurs catégories. On ne va pas comparer les Européens occidentaux avec les Slaves, notamment. Et qu'en Afrique aussi, il y a des différences de type ethnique, de type racial, qui fait que selon eux, les Tutsis seraient donc d'une bonne race, de la race des seigneurs au Rwanda, et les Hutus seraient plutôt de la race inférieure, d'une race exploitée. Ces différences qu'ils vont croire et penser de manière raciale
Ils vont les théoriser au-delà d'une analyse, disons, sociale et politique de ce qu'était la société rwandaise, en des termes physiques et morphologiques. Ils vont considérer que les Tutsis rwandais, du fait de leur du visage et de la morphologie de leurs interlocuteurs royaux, qui sont parfois plus grands, qui ont apparemment une peau peut-être plus claire, des traits physiques assez distinctifs, ils vont voir les Tutsis comme étant un peuple, une race, qui est plus grande que les Hutus, qui a un nez plus fin, qui a la peau plus claire. Là où les Hutus, ils vont en eux plutôt ce qu'ils appellent des peuples bantous, des populations africaines qui sont notamment au Congo, et dans l'actuelle République démocratique du Congo et Congo-Brazzaville, dans la République centrafrique, des populations qu'ils considèrent comme étant inférieures, comme étant moins intelligentes, plus serviles, plus malléables, plus facilement manipulables. C'est ça, et c'est comme ça que la colonisation va interpréter et comprendre ce qui se passe en Rwanda, comme une situation de cohabitation entre deux races différentes, deux races d'un point de vue biologique, incompatibles, et qui vivent ensemble car l'une domine l'autre. Ce point de vue, vous l'aurez compris, il est faux, parce que la question des races, on le sait, est construite socialement. Parce que ce qu'on appelle les ethnies au Rwanda, en plus, ce ne sont pas vraiment des ethnies. Je ne sais pas si vous pourriez me donner une définition de ce que sont les ethnies, mais je pense qu'on peut s'accorder sur le fait qu'un groupe ethnique, c'est une communauté d'individus qui partagent un langage, qui partagent une religion, des traditions, un socle culturel commun, des pratiques, une identification à un même groupe. Le problème, c'est qu'au Rwanda, ni les Tutsis ni les Hutus, à la base, n'ont ce sentiment-là. Parce qu'au Rwanda, il n'y a qu'une langue qu'on appelle le Kinyarwanda. Au Rwanda, il n'y a à l'époque qu'une religion monothéiste spirituelle, qui va devenir progressivement catholique, car les colons vont grandement évangéliser le pays, et l'évangélisation va être plutôt bien reçue. Il n'y a, en fin de compte, qu'un peuple rwandais, car Hutu et Tutsi, à partir d'une certaine époque, malgré ces liens d'alliance et ces liens sociaux de distinction, eh bien, ils habitent sur les mêmes collines. Le Rwanda est un pays très vallonné, et c'est sur les collines, sur les milliers de collines qui forment le pays, que sont réunis la plupart de cette population rurale. Ils vivent ensemble, ils partagent le même langue, la même culture, la même religion. En fin de compte, rien ne les distingue vraiment. À part cette catégorie politique, qui est une catégorie raciale, édifiée comme telle, qui serait une différence absolue et indépassable de Hutu d'un côté et de Tutsi de l'autre. Les colons belges, au long des années 20, 30 et 40 du XXe siècle, vont considérer le fait de leur théorie raciale selon laquelle les Tutsis sont supérieurs biologiquement aux Hutus, s'appuyer sur les Tutsis pour gouverner. Ils veulent faire du Rwanda et de leur dépendance, un pays qui peut être un allié en Afrique, alors que progressivement, eh bien, l'Afrique est partagée par les grandes puissances européennes, notamment la France, l'Angleterre, mais aussi le Portugal, jusqu'à un certain niveau. Ils vont vouloir s'établir en Afrique, et donc s'établir au Rwanda, en s'appuyant sur la royauté Tutsi, et sur les Tutsis qu'ils vont chercher dans les villages, qu'ils vont chercher sur ces collines, et ils vont dire, eh bien, vous êtes de la race supérieure, on va vous donner l'accès à l'éducation, on va vous donner l'accès au pouvoir, aux richesses, on va faire de vous un de nos lieutenants, d'une certaine manière, pour diriger le Rwanda. Cette politique menée par les Belges, elle va être très importante pendant environ 3 décennies. 3 décennies pendant lesquelles, vous comprenez, le Rwanda tel quel va être façonné par cette lecture binaire de l'opposition entre Hutu et Tutsi, qui va donner en premier lieu le pouvoir à certaines prérogatives à un certain nombre de Tutsis qui vont être sélectionnés dans la royauté et dans une partie de la population locale et générale pour diriger le pays. Le problème, c'est que ce discours racial, vous pouvez l'imaginer, qui discrimine très fortement les Hutus dans un premier temps, naturellement, certains d'entre eux, au moment de la décolonisation, au moment où certains Rwandais vont vouloir faire entendre leur droit à être indépendants, eh bien, eux-mêmes, qui se sentent du moins opprimés, à qui on a appris que, du moins qui ont intégré le fait qu'ils étaient possiblement inférieurs et moins puissants que les Tutsis, mais qu'eux étaient majoritaires et que les Tutsis étaient minoritaires, leur idée, pour beaucoup d'entre eux, de ces Hutus qui ont voulu l'indépendance,
c'était de s'affranchir non pas tant du joug des colons belges, mais de s'affranchir du joug des Tutsis. Et c'est ainsi que cette vision du Rwanda racial, créée avec la colonisation qui a pris du temps et qui s'est imposée au Rwanda jusque dans les années 40, elle va être transformée à un degré encore plus fort par ces Hutus, ces extrémistes Hutus, qui vont voir dans les Tutsis effectivement une race différente, des individus incompatibles avec leur mode de vie, et des individus qui sont finalement des envahisseurs. Les Tutsis sont présentés par les extrémistes, non pas comme des Rwandais, mais comme des peuples qui viendraient d'Éthiopie, qui auraient envahi le Rwanda. Envahi le Rwanda avec pour objectif d'opprimer les Hutus, et d'opprimer le peuple Hutu depuis toute son histoire. Ces extrémistes qui vont en fait recevoir le soutien des Belges dans un retournement de situation à la fin des années 50 et qui vont obtenir l'indépendance, vont l'obtenir autour de cette question raciale, autour de cette idée qu'il faut débarrasser le Rwanda des Tutsis, avec un message aussi du monde social, d'ailleurs, de dire que voilà, il faut une meilleure répartition des pouvoirs, pourquoi pas. Mais cela se fait aux dépens de tous les Tutsis, même ceux qui n'avaient pas le pouvoir, et non pas dans des termes sociaux, mais dans des termes de violence, de discrimination et de rejet qu'on pourra catégoriser aujourd'hui, de racisme. Mais quand on parle d'ethnie au Rwanda, on parle plutôt d'ethnisme. Et c'est à peu près la même chose. Il y aura au début des années 60, sous la tutelle de ces gouvernements rwandais Hutus extrémistes, de très nombreux massacres de Tutsis. Des massacres de Tutsis qui vont continuer des années 60 jusque dans les années 70 et enfin reprendre dans les années 90. Pendant plus de 30 ans, les Tutsis rwandais, donc tous des individus qui sont plus ou moins pauvres, des individus qui avaient peut-être dans l'histoire une filiation avec un membre de la famille royale ou quelqu'un de plutôt favorisé qui avait une vache à une époque, il va y avoir une manière de figer les ethnies, cette catégorie qui était catégorie sociale, avec beaucoup de mobilité. Avant l'arrivée des colonisateurs, il était possible pour un Hutu pauvre de devenir Tutsi. Si par exemple il s'alliait ou il se mariait à un membre d'un clan plutôt favorisé, ou pour même un Tutsi de redevenir Hutu ou de devenir Hutu du fait de son appauvrissement, de son éloignement des cercles de pouvoir. Un des points et une des valeurs symboliques dans la société rwandaise à l'époque, c'est les vaches. Souvent, quand on avait une vache avant la colonisation, et même après, c'est très souvent qu'on était Tutsi. Mais c'est une règle qui ne s'applique pas à toute la population, et c'est une règle qui va totalement disparaître, cette règle sociale, face à cette lecture simplificatrice et raciale qu'ont les autorités coloniales, et puis après elles, les autorités ou toutes extrémistes rwandaises. Pendant donc 3 décennies, entre 1950 et 1980 et même jusqu'aux années 90, les Tutsis, qui sont une minorité, environ 10 à 15-20% du Rwanda, vont être une minorité persécutée. Persécutée parce que l'accès à l'éducation supérieure se raréfie. Il est impossible pour les Tutsis d'intégrer certaines cercles, du moins des plus hauts postes du Rwanda, d'avoir un poste d'administration locale. Ils vont voir toutes leurs opportunités de carrière, leurs opportunités de vie même, être considérablement réduites du fait de cette oppression qui s'exerce sur eux, de cette persécution. Et l'ethnie, le fait d'être Tutsi, le fait donc d'être un citoyen de seconde zone, d'une certaine manière, ça ne s'apprend pas dans les familles Tutsi, parce que je vous le disais tout à l'heure, c'est pas vraiment des ethnies. Quand on est né Tutsi, quand on est né Hutu, dans notre vie, dans notre identification, dans les choses qu'on fait au quotidien, ça ne change pas grand-chose. On ne se sent pas Tutsi individuellement, parce qu'on a un héritage Tutsi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de culture à proprement parler de ce groupe, soi-disant ethnique. Mais les Tutsis apprennent qu'ils sont Tutsis, qu'ils sont persécutés dès l'école. Ils arrivent à l'école primaire, ils ont 8, 9, 10 ans, et leurs enseignants, dans des classes qui sont remplies, demandent aux Tutsis de se lever. Beaucoup de ces enfants Tutsis ne se lèvent pas, ils ne savent pas qu'ils sont Tutsis. Et les enseignants qui connaissent leur famille, qui connaissent leur filiation, qui connaissent leurs parents, vont leur dire « Ah mais, moi je te connais, et toi, tu es Tutsi parce que ton père est Tutsi. » Et les enseignants vont leur inculquer et montrer à leurs camarades Hutus, dès l'école primaire, que ceux-ci, eh bien que les Tutsis ne sont pas tout à fait comme les Hutus, et qu'ils ne sont pas pareils, et qu'ils ont en fait une sorte de dette à rembourser au Rwanda.
et que la domination dont ils auraient été les responsables à une époque justifie le fait qu'on les persécute, qu'on les traite extrêmement mal et qu'on les traite vraiment comme des citoyens de seconde zone. Cette discrimination-là, elle va être très forte et elle va vraiment cimenter le fait d'être Tutsi au Rwanda, un peu comme sous l'Allemagne nazie notamment, être juif, c'était être discriminé et persécuté. De manière ici qui sera moins intense, juste dans les années 90. Pourquoi les années 90 ? Parce que à la fin des années 80, vous pouvez l'imaginer, suite à ces vagues de persécution qui traversent le Rwanda, notamment dans les années 60, on recense environ 50 000 morts, 50 000 Tutsis qui sont assassinés au tournant des années 50-60, assassinés par les autorités locales, par la population Hutu générale, qui veut se venger, ou du moins qui ont vaincu qu'il faut se venger des Tutsis. Beaucoup d'entre eux se sont enfuis dans les pays limitrophes. Beaucoup sont partis en Ouganda, notamment, environ 80 000 à 100 000 Tutsis rwandais et d'autres personnes qui ont été visées par l'indépendance et par les régimes extrémistes, enfuient en Ouganda. Et les enfants de ces exilés en Ouganda, qui se sentent profondément rwandais, ils veulent revenir au pays. Ils veulent faire valoir au gouvernement rwandais qu'ils ont le droit d'être rwandais, qu'ils ont le droit de retourner sur la terre de leurs ancêtres et chez eux. Le problème, c'est que le gouvernement rwandais, qui, jusque dans les années 90, est extrémiste, refuse de réintégrer les Tutsis comme des citoyens à part entière dans la société rwandaise, de cesser cette persécution et cette discrimination, eh bien le gouvernement va refuser. Et va se constituer, en Ouganda et dans d'autres pays, une rébellion qu'on appelle le FPR, le Front Patriotique Rwandais, une rébellion militaire qui aura pour objectif de retourner au Rwanda par les armes, de conquérir le pays, pour faire valoir leurs droits auprès du gouvernement, qu'ils ont le droit d'être rwandais, même s'ils sont Tutsis. Cette situation, elle va créer une guerre de basse intensité, avec plusieurs assauts répétés dans les années 80 jusqu'à 90 jusqu'à 94, plusieurs attaques de ce Front Patriotique Rwandais pour libérer le Rwanda et négocier avec le gouvernement leur retour au pays. Mais en échange, le gouvernement rwandais, plutôt que d'accepter leurs revendications, eh bien, le gouvernement rwandais va accélérer la persécution des Tutsis. Accélérer la persécution des Tutsis des années 90 à 1994, en mettant en place déjà des systèmes de massacre au niveau local. Donc à chaque petite attaque du FPR répond le massacre de dizaines de milliers d'individus, de gens pris dans la population, pas que des hommes, des femmes et des enfants aussi, qui sont massacrés par leurs voisins Hutus, ou par des membres de l'armée, par des policiers parfois. Des pogroms, donc des massacres localisés qui se font de plus en plus nombreux, et qui vont culminer en 1994 avec le génocide de Tutsis au Rwanda, alors que pendant ces 4 années, le gouvernement, les partis politiques anti-Tutsis vont se radicaliser, leur discours va être de plus en plus violent, un discours qui va dépeindre les Tutsis comme étant des démons, des hérétiques, des ennemis du Rwanda, et surtout assimiler les Tutsis exilés qui veulent revenir au pays, les membres d'une armée soi-disant étrangère, avec les Tutsis de l'intérieur, avec les Tutsis rwandais. Mais tous les Tutsis rwandais, pas que les hommes, pas que des gens dont on pourrait penser sérieusement qu'ils ont peut-être des acquaintances ou une proximité avec ce mouvement de rébellion Tutsi. Mais toute la population. Chaque Tutsi rwandais est assigné comme un ennemi. Et ça dure 4 ans. Et pendant 4 ans, dans les journaux, c'est une époque où le Rwanda, il y a une forte médiatisation, de plus en plus de moyens de communication qui sont en place, des journaux vont exalter de l'autre côté les Hutus à se réunir, à faire valoir leurs droits contre la persécution fantasmée des Tutsis. De la même manière que, par exemple, dans les discours antisémites, revient souvent la rengaine que les Juifs nous contrôlent et nous dominent tous. C'est ici la même chose. Un appel à ce que tous les Hutus rwandais se liguent ensemble contre cet ennemi qui sont tous les Tutsis du Rwanda, même les plus proches, même les voisins. Je vous disais qu'ils cohabitaient, qu'il n'y avait pas de différence très nette entre les Tutsis et les Hutus. Et bien juste dans les villages, on a des voisins Hutus, des voisins Tutsis, des familles où il y a des membres de différentes ethnies, dans des familles élargies, des individus qui ont des amitiés avec des Hutus ou des Tutsis. Progressivement, il va y avoir cette prise de distance du fait des extrémistes
qui vont commencer à avoir, même dans leurs amis, même dans leurs plus proches, les plus proches Tutsis qu'ils ont dans leur entourage, un ennemi à abattre. Et c'est ainsi qu'on arrive au 6 avril 1994, la date du début du génocide des Tutsis au Rwanda. Le génocide commence avec la mort du président extrémiste Juvénal Habyarimana, qui est tué dans son avion, qui est mystérieusement abattu dans le ciel de Kigali, la capitale du Rwanda, le soir du 6 avril 1994. On ne peut pas savoir qui l'a fait à l'époque. Aujourd'hui, on a une meilleure idée, je vous l'expliquerai ensuite. Mais tout de suite, les extrémistes Hutus, qui entouraient le président, qui était encore plus ferme que lui sur la question des Tutsis et violents, vont tout de suite attribuer sa mort aux Tutsis. Et vont répondre dans la population, à la radio, dans des meetings politiques, à toutes les élites locales, l'équivalent des maires, des bourgmestres, aux préfets, aux conseillers locaux, de dire à la population que les Tutsis ont tué le président Habyarimana et qu'il faut le venger. Et donc il faut participer au massacre de tous les Tutsis. Ce massacre, ce génocide, parce qu'on est dans un génocide, et je vais vous l'expliquer, a duré 100 jours et a fait à peu près 1 million de morts. 100 jours, c'est un temps extrêmement court. Mais ce n'est pas 1 million de morts répartis de manière uniforme sur 100 jours. Les 3/4 des victimes du génocide des Tutsis ont été tuées en avril 1994. Donc en un mois, environ 600 000 à 700 000 individus ont été massacrés. Ils ont été massacrés parce que, à la mort du président Habyarimana, un gouvernement va prendre le pouvoir. Un gouvernement qui s'appelle le gouvernement intérimaire, qui est composé des membres de la vie politique rwandaise les plus extrémistes contre les Tutsis, et qui cherchent leur éradication et leur extermination. Ils y avaient déjà pensé auparavant. Ils avaient déjà réfléchi dans les années 90 à comment régler le problème Tutsi, comment se débarrasser de tous les Tutsis qui sont donc comme des étrangers dans le pays et qu'il faut exterminer et faire disparaître à tout jamais. Ces extrémistes, ils vont ordonner donc au préfet, à tous les responsables de l'administration territoriale du Rwanda, d'exterminer les Tutsis en mobilisant la population. Et je crois que c'est là une des caractéristiques majeures du génocide des Tutsis, c'est que c'est un génocide de proximité. Les gens qui ont participé au génocide des Tutsis n'étaient pas que des militaires, pas que des assassins entraînés, pas que des policiers, pas que même des militants politiques armés, déjà prêts au combat et à la violence politique. C'était des gens, on peut dire de manière assez rapide, des gens normaux. C'était des paysans, c'était des voisins, c'était des agriculteurs, des gens qui n'avaient aucun passé judiciaire. Des gens qui d'ailleurs, avant 1994, n'avaient pas eu forcément de mots négatifs, du moins à ce que l'on savait, à l'égard des Tutsis rwandais, à l'égard de leurs voisins, et qui vont participer en masse et en groupe à tuer leurs voisins. Mais pas seulement à les tuer. Et c'est là que je veux parler un peu plus du génocide. Un génocide, c'est pas que tuer tout le monde. C'est pas juste exterminer la plupart des gens. Pour comprendre comment on bascule dans un génocide, on rentre dans cette catégorie-là. Je crois qu'un des meilleurs repères, et c'est l'histoire qui nous enseigne, c'est quand ceux qui veulent exterminer s'en prennent non seulement aux hommes, mais quand on sort de la guerre, quand on sort du monde de la guerre, quand on s'en prend aux civils, bien sûr, mais quand on s'en prend aux femmes, aux enfants, quand on s'en prend même aux vieillards, et qu'on s'en prend aussi, avant même de s'en prendre aux enfants, aux fœtus, aux enfants sur le point de mort, qui ont été aussi massacrés par des gestes extrêmement significatifs par les tueurs. Un génocide, donc, c'est tuer les individus, c'est les exterminer, mais c'est pas juste tuer comme dans un homicide, c'est pas tuer avec une balle et laisser le corps là. C'est toute une série de gestes, c'est toute une organisation qui s'ajoute au fait de tuer. Parce que pour tuer 1 million de personnes, quand on est plusieurs centaines de milliers, il faut quand même une sacrée organisation. Donc il faut des tueurs, des gens pour porter les coups, bien sûr, mais il faut aussi des gens pour dénoncer. Il faut des gens pour savoir dire celui-là est Tutsi, celui-là est Hutu, celui-là on ne tue pas, celui-là on le tue. C'est pour ça que c'était extrêmement efficace, parce que les voisins, ils connaissaient leurs voisins. Ils savaient qui était Tutsi et qui était Hutu. Ils savaient que sur les cartes d'identité de chaque citoyen rwandais, il y avait la mention de l'ethnie. Ils pensaient que les gens qui avaient la peau plus claire, qui avaient un nez plus fin, étaient forcément Tutsis. Ils ont tué aussi au passage énormément de Hutus à cause de cet amalgame-là. Voilà.
sur des traits stéréotypes physiques. Il a fallu des gens pour dénoncer, pour reconnaître. Il y a aussi des gens qui ont pillé. C'était pas juste les Tutsis et les Desséra, c'était détruire leur maison, c'était détruire leur bétail quand ils en avaient. C'était piller leurs biens, effectivement, parfois s'enrichir, mais très souvent plutôt que s'enrichir et d'investir des maisons et d'utiliser des vaches, alors que c'est très important dans un univers rural très pauvre, ils les ont exterminés avec les Tutsis. Ils ont détruit leurs maisons. Ils n'ont pas fait ça pour l'appât du gain. Ils ont voulu effectivement effacer toutes les traces de l'existence des Tutsis. Supprimer donc les vieillards, les gens qui sont les ancêtres, qui signifient que l'on vient de quelque part, et supprimer les enfants, les héritiers, pour qu'il n'y ait plus un seul Tutsi au monde. C'est ça, le projet génocide. Et c'est un projet qui veut faire disparaître les corps, qui donc utilise des fosses communes, utilise même les latrines qui sont creusées pour disséminer les cadavres, pour les jeter, pour les anonymiser. Il n'y a pas un seul enterrement au Rwanda en 1994 par ces extrémistes hutus contre les Tutsis. Et c'est en plus de ça, pas seulement tuer, exterminer, mais c'est aussi être très cruel. Pas par sadisme, pas par plaisir pathologique de fou de vouloir faire du mal, mais parce que faire du mal aux Tutsis, ça veut dire se venger. C'est faire quelque chose qui a beaucoup de sens. Ça veut dire exercer sur eux le racisme qu'on a à leur endroit. C'est s'acharner, c'est les rendre encore plus hautes, c'est les défigurer, c'est lacérer leur corps, c'est les démembrer. Et c'est même, et c'est une des grandes spécificités du génocide des Tutsis, eh bien c'est aussi les viols. Les violences sexuelles sont au centre de la machine génocidaire. Au Rwanda, on estime qu'environ 200 000 à 300 000 viols ont été commis pour 1 million de morts. Vous voyez comment, pour comprendre le génocide des Tutsis, il y a tout un éventail d'attitudes, de comportements, de manières de faire, alors que ce sont très souvent des individus lambda, des voisins, des gens qui connaissaient leurs victimes, qui ont participé à les tuer en l'espace de 100 jours. Et c'est aussi, de la même manière, plein de membres de la société civile qui avaient une certaine autorité. Vous parliez très justement de mon travail sur l'Église catholique dans les villages, donc pas au niveau de l'archevêque, mais au niveau des prêtres, au niveau des sœurs, au niveau des moines, des prieurs. Certains d'entre eux, qui étaient convaincus de cette domination des Tutsis, qui a été son racine extrêmement fort, ont convaincu leurs paroissiens Hutus de commettre le génocide, et même de franchir l'interdit anthropologique de commettre un homicide, l'interdit religieux, en leur donnant une raison religieuse et une caution divine pour tuer les Tutsis, en leur disant mais il faut les massacrer parce que Dieu aurait voulu qu'on fasse. Parce que ceux-là, ces Tutsis qui se disent catholiques ou chrétiens, au Rwanda il y a 80% de chrétiens en 1991, c'est vraiment un pays extrêmement religieux, extrêmement chrétien. Eh bien, ces Tutsis, les catholiques, vont dire les extrémistes Hutus, ils ont infiltré l'Église, il faut purifier l'Église de leur présence. C'est comme ça que les églises, qui étaient avant des refuges, et pendant les massacres dont je vous ai parlé, ça a été des refuges très importants, dans les années 70-90, pour les Tutsis qui ont trouvé la vie sauve face aux assaillants. Là, en 1994, il y a une guide qui trouve. L'obstacle en est plus un. Les églises ne sont plus des refuges. Les tueurs pénètrent dans les églises, ils massacrent les Tutsis, et très souvent ils le font avec une démarche qui est religieuse. Donc certains, notamment sur la paroisse sur laquelle je travaillais, à Nyangé, les tueurs, avant d'attaquer l'église, avant d'aller tuer les Tutsis, se recueillent devant le statut de la Vierge Marie. Ils y vont avec une conviction religieuse et une foi que ce qu'ils font est justifié. Et qu'exterminer les Tutsis, c'est se débarrasser du mal, avec un grand M. C'est se débarrasser du diable, d'une certaine manière. Des prêtres vont ainsi mobiliser la population, mais aussi des médecins. Ceux qui soignaient avant sont devenus les leaders de certaines tueries. Les autorités locales qui avaient la confiance de leurs administrés, donc les bourgmestres, qui sont l'équivalent des maires en France, et qui avaient énormément d'ancrage local et de liens, même parfois d'amitié et de proximité, avec leurs administrés Tutsis. On a aussi, pour un peu s'éloigner du profil type de ce qu'on peut imaginer comme étant des tueurs dans un génocide, on a beaucoup de femmes qui ont participé au génocide. Des femmes, soit qui ont tué, ou soit qui ont aidé cette organisation. Ils ont nourri les tueurs. Elles ont nourri les tueurs, pardon. Elles leur ont donné des armes. Elles ont dénoncé.
Elles ont piégé les enfants, par exemple, de la famille voisine Tutsi, en leur disant de venir se réfugier chez eux, alors que chez eux se cachaient des tueurs qui étaient prêts à les tuer. Vous avez même, dans certains cas, assez rares, mais c'est rarement, des mineurs, des enfants qui ont participé au génocide des Tutsis. Des enfants à qui on a demandé de porter les derniers coups contre les victimes Tutsis. Donc vous voyez, ce résumé assez rapide de ce qu'a été le génocide des Tutsis, pour vous donner une idée concrète, palpable, de ce qu'a été cet événement de violence de masse. Quand on parle d'un génocide, on ne parle pas de catégories si abstraites que cela. On parle de gestes, on parle d'une manière de tuer les gens, d'une volonté convaincue de vouloir exterminer les individus qu'on considère comme autres. C'est ça le génocide des Tutsis au Rwanda. Et ce génocide s'arrête à la mi-juillet 1994, alors que, comme vous l'expliquez, le FPR menait ses attaques, va réussir à reprendre le pays en repoussant les forces génocidaires de l'armée, prendre le contrôle de Kigali, et c'est là qu'ils vont se rendre compte que les millions de Tutsis ont été exterminés, et ils vont se retrouver face à un pays absolument dévasté, qui était déjà le plus pauvre du monde, et qui en 1994 est un champ de ruines, littéralement. Je pense que, pour conclure et pour aller un peu plus vite et laisser la face à un échange avec vous, on peut parler un peu de l'après-génocide, de ce qui s'est passé ensuite. Déjà parler notamment du rôle de la mémoire au Rwanda. Vous pouvez imaginer qu'un événement où plusieurs centaines de milliers d'individus ont participé, plusieurs millions de victimes, dans un pays qui était donc d'environ 7 500 000 individus, donc un septième de la population est massacrée, il a fallu parler de cet événement et essayer de faire coexister les individus les uns avec les autres. Notamment les rescapés, qui sont très peu nombreux après 1994 du fait de cette destruction massive. Et donc, tous les 7 avril, à Kigali, la capitale du Rwanda, et dans tout le pays, le pays s'arrête. Le pays s'arrête pour commémorer ce qui s'est produit pendant le génocide. Et c'est une mémoire très vive, une mémoire très violente, parce que le Rwanda aujourd'hui est un pays où, contrairement notamment à la Shoah, contrairement à d'autres génocides du XXe siècle, il n'y a pas eu de camp au Rwanda. Il n'y a pas eu de lieux de tuerie exceptionnels qui ont été mis en place tels quels. Le camp au Rwanda, c'était l'église, c'était le bureau communal, c'était l'hôpital, mais très souvent c'était les maisons, c'était les lieux en plein air, c'était des endroits de la route. Il y avait des cadavres absolument partout. Ils n'étaient pas concentrés à un endroit qui avait été créé pour le génocide tel quel. Et donc il y a eu, dès 1994, une grande multiplicité de mémoriaux qui ont été créés au Rwanda, pour essayer de commémorer le génocide, là où les victimes sont péries, et donc absolument partout dans le Rwanda. C'est quelque chose de très frappant qu'on voit encore aujourd'hui, même si la politique mémorielle s'est un peu modernisée, qu'il y a des plus grands mémoriaux qui en réunissent plusieurs, des mémoriaux dans lesquels on retrouve des objets qui appartenaient aux victimes, parfois des corps qui ont été sortis des fosses communes, des os, des ossements, des restes de ces individus. On remarque que tout le Rwanda est en fait un mémorial, car il n'y a pas eu de délimitation des lieux de crime, des lieux de massacre. Il y a donc la mémoire, qui est encore très vive, très fraîche, très douloureuse, et il y a naturellement dans ce genre de processus-là des procès. Le génocide du Rwanda a été peut-être le plus efficace du XXe siècle, le plus rapide, en 100 jours, 1 million de morts. Il a aussi été le plus jugé, et par différentes instances. Au Rwanda, ainsi, au début des années 2000, alors que les prisons débordaient de détenus, il y avait environ 120 000 détenus dans les prisons rwandaises, pour une capacité carcérale qui était peut-être 10 fois moins, dans des conditions terribles. Il a fallu juger massivement beaucoup d'individus, des centaines de milliers d'individus qui ont participé au génocide. Et c'est ainsi que le Rwanda va créer des tribunaux locaux, des tribunaux traditionnels, des tribunaux de voisinage, qu'on appelle les gacaca. G-A-C-A-C-A. Les gacaca, qui sont des tribunaux au plus près de là où était commis le génocide, où siègent des gens qui ne sont pas des experts, qui ne sont pas des juges, qui ne sont pas des gens qui ont une formation au droit, mais où siègent des voisins, qui sont élus par la population, pour traiter des différentes affaires, du tueur du voisinage qui a tué la famille, etc. Enfin bref, pour déterminer tous les éléments qui ont marqué le génocide au niveau le plus local, et dans ces villages. Les tribunaux gacaca qui ont travaillé environ 10 ans, de 2002-2004 à 2012,
ces gachachas ont rendu environ 2 millions de verdicts. Parce qu'il y avait 10 000 juridictions sur le pays qui s'activaient pendant toute l'année et ce pendant 10 ans. 2 millions de verdicts, beaucoup d'acquittements, près de 300 000 acquittements. C'est une institution de justice qui est quand même assez sérieuse, c'est pas juger à la louche des individus ou collectivités ou tout pour leur faire porter la responsabilité. Il y a eu des examens très minutieux de ce qui s'est produit. Des condamnations pour meurtre, pour violence sexuelle, pour torture, mais surtout des faits de pillage. Il y a eu 1 600 000 condamnations pour des faits de pillage. Regardez ça par rapport à la population de Rwanda. Ça veut dire que plusieurs millions d'individus ont participé quand ils n'ont pas tué, quand ils n'ont pas violé, quand ils n'ont pas forcément dénoncé, quand on ne peut pas le prouver, et ils ont quand même pris les biens des Tutsis. Ils les ont quand même détruits. Ils ont quand même accaparé leurs terres. Ils ont quand même détruit leurs maisons. Ça vous donne encore une fois une idée de cette massivité du génocide des Tutsis. Il y a eu des procès au tribunal pénal international qui cherchait à juger les plus hauts responsables du génocide, donc les hauts gradés militaires, les membres du gouvernement intérimaire responsables des massacres, et surtout, et c'est un point sur lequel j'aimerais un peu m'attarder très rapidement, il y a des procès dans des juridictions nationales, donc comme la France, comme la Belgique, comme l'Allemagne aussi, des juridictions qui peuvent juger les crimes contre l'humanité, et dans le cas présent, le génocide des Tutsis, en vertu d'une loi, qui est celle de la compétence universelle, qui permet à une juridiction française, par exemple, de juger des étrangers, pour des faits commis à l'étranger, contre des étrangers, du temps que les individus en question sont interpellés dans le pays de la juridiction. Il y a beaucoup, en France, de réfugiés rwandais, et notamment de réfugiés rwandais suspectés d'avoir trompé dans le génocide. C'est le cas de l'accusé qui est jugé en ce moment même, naturalisé en 2010 en France, qui réside à Rouen depuis le début des années 2000 et qui était même employé municipal de cette commune. On a aussi des prêtres, je reviens à l'église, des prêtres rwandais qui auraient participé au génocide, qui ont eu des poursuites judiciaires, qui ont été condamnés malgré leur absence au Rwanda, qui sont prêtres dans des paroisses françaises, notamment un dans une paroisse à Gisors, dans l'évêché d'Évreux, en Normandie, dans l'Eure. On a donc beaucoup de réfugiés du génocide qui auraient possiblement participé, qui sont jugés, qui ont été jugés, qui vont être jugés en Belgique, en France, dans d'autres pays européens. Et à l'occasion de ces procès, des témoins rwandais viennent du Rwanda. Très souvent, c'est la première fois qu'ils prennent l'avion. On parle de paysans d'un pays extrêmement pauvre. Ils viennent témoigner contre ces individus. Et ces gens, quand ils sont rescapés, ce qui est frappant, c'est que ce sont des rescapés très jeunes. Le génocide des Tutsis, c'est 1994. Et donc, ce ne sont pas comme les rescapés de la Shoah ou de la Seconde Guerre mondiale, des personnes très âgées, qui ne sont pas des gens de 90 ans. Ce sont parfois des femmes qui ont la quarantaine, des hommes qui ont la cinquantaine, soixantaine, qui ont encore beaucoup de choses à dire, qui ont encore beaucoup de choses à raconter, et dont la condition de rescapé au Rwanda, peut-être que vous voudrez y revenir, est toujours très difficile. Déjà parce qu'on a tout perdu, parce qu'on a perdu toute sa famille, et qu'on est obligé de cohabiter avec ceux qui ont tué. Je vais terminer sur un point qui est le rôle de la France, que vous en avez parlé, mais je pense que ça peut aussi être au cours de nos échanges. Le rôle de la France qui effectivement a toujours été sujet à caution, parce que dans les années 90, ce régime extrémiste, raciste qui persécute une minorité dans son pays, eh bien, est soutenu par la France. Le président François Mitterrand et ses conseillers sont très attachés à leur soutien du Rwanda, parce que le Rwanda est un pays francophone, parce que la France perd progressivement ses appuis en Afrique, et qu'il est bon de faire vivre encore cette famille franco-africaine, comme disaient les gouvernements de l'époque, pour que l'influence française dans le monde puisse encore avoir un peu de sens. Le problème, et j'en reviens donc au début, et vous allez comprendre pourquoi c'est si important de s'interroger sur la compréhension qu'ont les acteurs historiques, les gouvernements notamment, de la situation, et des situations historiques. C'est que le gouvernement français de l'époque, François Mitterrand le premier, et même ses conseillers, étaient convaincus que les Hutus et les Tutsis, c'était pas du tout la même chose. Ils avaient totalement intégré et accepté la propagande extrémiste Hutu de leurs alliés, mais aussi le récit de la colonisation, mais aussi un savoir et une manière de parler du Rwanda, qui est d'une manière raciale et raciste, qui était présente dans les médias, qui était présente dans le débat public.
jusqu'à très récemment, mais il n'a pu m'arriver personnellement, que quelqu'un me demande « Ah oui, mais est-ce que les Tutsis, ils sont quand même plus grands? Non, ils ne sont pas tout à fait pareils. » Des gens qui s'étonnent qu'il n'y ait pas de distinction biologique, génétique entre les Hutus et les Tutsis. Vous voyez comment cette fabrication initiale, ce qu'on pourrait appeler presque des mensonges initiales, a totalement structuré l'histoire du Rwanda et structuré la perception qu'on peut en avoir de ces événements-là. Et donc, les Français vont croire, et même pendant le génocide, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Ils vont croire que ce n'est pas un génocide moderne, c'est pas la Shoah, pour eux c'est impossible que la Shoah puisse se dérouler dans ce pays-là. C'est une guerre interethnique. Donc, comme si les Hutus et les Tutsis, bon, on a cru comprendre qu'ils n'étaient pas pareils. Bon, ils ne peuvent pas s'entendre. Et donc, de toute éternité, il semblerait qu'ils se mettent dessus, ils veulent se massacrer les uns les autres. Cette vision-là, profondément raciste et caricaturale de l'histoire du Rwanda et de l'histoire des ethnies africaines notamment, elle a expliqué le comportement des autorités françaises qui ont, de cette manière, totalement laissé faire. Qui ont laissé faire et qui ont appuyé leurs alliés, même quand ces derniers étaient devenus un gouvernement génocidaire, jusqu'au point où, à la fin du génocide, intervient l'armée française pour établir une zone humanitaire dans l'ouest du Rwanda avec l'opération militaire turquoise. Et une opération turquoise, où on dit aux militaires, même aux hauts gradés, vous allez là-bas pour pacifier une lutte interethnique. Et les militaires arrivent, ils le racontent aujourd'hui, notamment dans le rapport qui a été publié récemment, le rapport du Claire. Ils arrivent et ils voient des enfants, des femmes, des hommes, blessés gravement, qui sont pourchassés par des jeunes miliciens armés de machettes, par des jeunes militaires avec des fusils à pompe et des fusils d'assaut, en jeep, les poursuivant. Ils disent, mais c'est pas une guerre interethnique, ça. Ça, c'est un massacre. Ça colle pas. Effectivement, la présentation qu'ils ont eue des faits, c'était pas la bonne du tout. On leur a fait croire qu'il y avait une guerre interethnique, il y avait un génocide. Et donc la France, avec cette documentation, plutôt qu'interpeller la responsable du génocide, en fait, elle a voulu pacifier la situation de manière assez désordonnée. Et elle a laissé fuir ce gouvernement, les membres du gouvernement intérimaire, dans les camps du Zaïre, donc de la République démocratique du Congo actuelle. Le rôle de la France, il est donc extrêmement compliqué parce que, même s'il n'y a pas eu, comme je disais, de complicité d'un point de vue juridique, donc oui, la France n'a pas voulu génocider ici. La France n'était pas complice dans le sens où, oui, il faut exterminer les Rwandais, évidemment. Néanmoins, il y a eu une responsabilité qui est accablante de silence, de refus de se remettre en question, de refus de prendre en compte les avis extérieurs, même des membres des renseignements français qui à l'époque disaient à la France, mais arrêtez de soutenir ce régime. Ils sont en train de tuer leur population, ils les persécutent, vous vous mettez du mauvais côté de l'histoire, ça va très mal finir. Et le gouvernement français, notamment François Mitterrand, n'a pas pris en compte ces alertes et ces avertissements-là. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés, eh bien, en 1994, alliés d'un régime génocidaire. Alliés d'un régime génocidaire sans prendre parti au génocide, sans pour autant avoir été complice, mais avoir une part de responsabilité indéniable dans le fait que ce gouvernement raciste a pu proliférer et exister tout au long des années 90, alors que François Mitterrand, vous le rappeliez, en juin 1994, se permet d'aller dans le rapport sur Blaise, dire qu'il ne faut plus jamais que ces choses-là se reproduisent, alors qu'ils étaient indirectement alliés d'un régime qui, dans les églises même, comme un rapport sur Blaise, comme était le génocide des Tutsis. Voilà, je vous remercie.